Que feriez-vous si vous étiez perdu au cœur des montagnes, affamé, transi de froid et totalement seul, jusqu'à ce qu'un étranger issu d'un monde que vous redoutiez vous offre le salut? Cette histoire ne parle pas seulement de survie, elle raconte ce qui se produit lorsque le destin croise deux existences radicalement opposées sur un sentier que nul autre n'ose emprunter. Céleste Ducharme resserra son mince châle contre elle, alors que le vent cinglant du massif des Laurentides fouettait son visage. 3 jours plus tôt, elle voyageait avec un convoi en direction de Ville-Marie lorsqu'ils avaient été attaqués par des maraudeurs. Dans le chaos qui s'en était suivi, elle s'était enfuie vers les terres sauvages, s'égarant désespérément parmi les pins majestueux et le terrain accidenté. « J'aurais dû rester avec les autres », murmura-t-elle, sa voix emportée par la bourrasque. Son estomac gronda douloureusement, un rappel brutal que ses maigres provisions s'étaient épuisées la veille. Le ciel d'octobre s'assombrissait rapidement, promettant une nouvelle nuit glaciale. Céleste était la fille d'un marchand de La Rochelle décédé subitement, ne lui laissant que des dettes accumulées et peu d'avenir. La promesse d'un poste d'institutrice dans les territoires en expansion de la Nouvelle-France l'avait poussée à entreprendre ce voyage. Mais à présent, ce rêve semblait aussi lointain que les premières étoiles qui commençaient à percer la voûte céleste. « Continue d'avancer, se dit-elle, forçant ses jambes tremblantes à faire un pas de plus. Quelqu'un te trouvera. » Mais le doute rongeait sa confiance à chaque enjambée. Les montagnes étaient immenses et l'hiver approchait à grands pas. Rares étaient les voyageurs qui s'aventuraient dans ces contrées si tard dans la saison, et ceux qui le faisaient n'étaient pas nécessairement bienveillants. Alors que l'obscurité tombait complètement, Céleste trébucha sur un petit affleurement rocheux qui offrait un abri dérisoire contre le vent. Elle se blottit contre la pierre froide, s'entourant de ses bras dans une tentative futile de conserver un peu de chaleur. « Je vous en supplie, pria-t-elle, des larmes gelant sur ses joues. Je ne veux pas mourir ici, toute seule. » Le hurlement d'un loup au loin envoya un frisson de terreur à travers son corps épuisé. Elle ferma les yeux, tentant de s'imaginer de retour dans l'atelier chaleureux de son père, entouré de livres et de l'odeur de l'encre. Le matin vint sans aucune pitié, la lumière pâle du soleil n'offrant que peu de réconfort. Les doigts de Céleste étaient engourdis alors qu'elle tentait de peigner ses cheveux auburn emmêlés. Sa robe de voyage, jadis soignée, était déchirée et souillée, et ses bottines s'usaient dangereusement sur le terrain rocailleux. Elle se força à se lever, grimaçant de douleur à cause de ses talons couverts d'ampoules. Le paysage autour d'elle était à couper le souffle. Des montagnes imposantes aux sommets enneigés, des vallées remplies de forêts de sapins et des ruisseaux clairs se précipitant sur des rochers millénaires. En d'autres circonstances, elle aurait pu apprécier cette beauté sauvage, mais à cet instant, elle ne représentait que l'immensité de son isolement. À la mi-journée, la vision de Céleste commença à se troubler. Ses pas devinrent instables et à 2 reprises, elle faillit dévaler des pentes abruptes. La faim était devenue une compagne constante, une douleur creuse qui refusait d'être ignorée. « Juste un peu plus loin », murmura-t-elle, bien qu'elle n'ait aucune destination en tête. Juste continuer à avancer. Alors que le soleil entamait sa descente, les forces de Céleste l'abandonnèrent finalement. Elle s'effondra près d'un petit torrent, l'eau glacée s'écoulant à quelques centimètres de son visage. Elle n'avait même plus l'énergie de tendre la main pour boire. « Père Céleste », chuchota-t-elle, « si mon heure est venue, faites que ce soit rapide. Et si ce n'est pas le cas, envoyez-moi de l'aide. Je vous en prie, envoyez-moi de l'aide. » Alors que sa conscience commençait à s'effacer, Céleste crut entendre le bruit sourd de sabots. Son esprit, délirant de faim et d'épuisement, le rejeta comme un simple vœu pieux, jusqu'à ce qu'une ombre s'étende sur son visage. À travers sa vision floue, elle distingua la silhouette d'un homme se découpant contre le soleil couchant. Il était monté sur un cheval, ses longs cheveux flottant légèrement au vent. Pendant un instant, Céleste pensa que la mort l'avait déjà réclamée et que c'était un ange venu la guider vers l'au-delà. Puis la silhouette mit pied à terre d'un mouvement fluide et s'agenouilla près d'elle. Céleste sentit des mains fortes la retourner doucement, et elle se retrouva à plonger son regard dans les yeux noirs les plus intenses qu'elle n'ait jamais vus. Le visage de l'homme était marqué par les éléments, fier, avec des pommettes saillantes et une mâchoire carrée. Il portait des vêtements en peau de daim ornés de perles complexes, et une unique plume d'aigle était nouée dans sa longue chevelure noire. « M'entendez-vous » demanda-t-il,
son français accentué mais clair. Céleste essaya de parler, mais aucun mot ne vint. Au lieu de cela, elle ne parvint qu'à esquisser un léger signe de tête avant que les ténèbres ne la réclament complètement. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, Céleste était allongée près d'un petit feu. Une couverture aux motifs inconnus la recouvrait et le ciel nocturne s'étendait à l'infini au-dessus d'elle. Elle tourna la tête pour découvrir l'homme assis de l'autre côté des flammes, l'observant intensément. « Vous êtes réveillé » dit-il, en se levant pour lui apporter une gourde en peau. « Buvez doucement. » Les mains de Céleste tremblaient alors qu'elle acceptait l'offrande, prenant de petites gorgées comme on le lui avait ordonné. L'eau était la chose la plus douce qu'elle ait jamais goûtée. « Merci » parvint-elle à dire, sa voix rauque. « Qui êtes-vous » L'homme l'étudia un moment avant de répondre. « On m'appelle Faucon Vif, du peuple algonquin, et vous êtes bien loin de l'endroit où vous devriez être, femme pâle. » L'esprit de Céleste vacilla aux paroles de l'homme. Algonquin. Les récits d'attaques sauvages sur les colonies et les convois traversèrent sa mémoire, des histoires terrifiantes entendues durant son voyage vers l'ouest. Pourtant, voici que l'un de ses guerriers redoutés l'avait sauvé d'une mort certaine. « Je suis Céleste du Charme », offrit-elle avec hésitation. « Notre convoi a été attaqué par des brigands. J'ai fui et je me suis perdue. » Elle tenta de s'asseoir, mais découvrit que ses forces n'étaient pas encore revenues. Faucon Vif hocha la tête, son expression ne révélant rien de ses pensées. « Les bandits blancs deviennent audacieux dans ces montagnes. Ils chassent leur propre espèce. » Il attrapa quelque chose à côté de lui et tendit une lanière de viande séchée. « Mangez, mais lentement. Votre estomac rejettera la nourriture si vous en prenez trop. » Céleste accepta l'offrande avec des doigts tremblants. La viande était dure et fibreuse, mais pour son corps affamé, c'était un festin digne des rois. Elle mâcha soigneusement, savourant chaque morceau alors que la force revenait peu à peu dans ses membres. « Pourquoi m'avez-vous aidé » demanda-t-elle finalement, la question lui brûlant les lèvres depuis son réveil. Faucon Vif s'occupa du feu avant de répondre. « Le grand esprit place chacun de nous sur des chemins qui se croisent pour une raison. Il ne m'appartient pas de questionner pourquoi vous avez été placé sur le mien. » Il se leva avec grâce et alla vérifier sa monture, un magnifique étalon pie attaché non loin. Céleste l'observa, notant l'assurance avec laquelle il se portait. Il était plus jeune qu'elle ne l'avait cru au premier abord, peut-être 30 ans, et se mouvait avec la fluidité de celui qui est totalement chez lui dans cette nature sauvage. « Nous nous reposerons ici cette nuit, dit-il en revenant vers le feu. Demain, je vous emmènerai au poste de traite de Rivière-aux-Cèdres. Les colons là-bas pourront vous aider à retrouver les vôtres. » Le soulagement envahit Céleste. Rivière-aux-Cèdres. Elle avait entendu le chef de convoi mentionner ce lieu comme une étape de leur périple. Peut-être que certains des autres avaient survécu et s'y étaient réfugiés. « Merci, dit-elle doucement. Je ne sais pas comment rembourser une telle bonté. » L'expression de Faucon Vif demeura impassible. Il n'y a aucune dette entre nous. Alors que la nuit s'épaississait autour d'eux, Céleste se surprit à étudier son sauveur à la lueur du feu. Ses traits étaient nobles et beaux, ses gestes délibérés et assurés. Malgré sa peur et son épuisement, elle se sentait étrangement en sécurité en sa présence. « Vous êtes loin des terres algonquines ?» hasarda-t-elle, se remémorant le peu qu'elle savait de la géographie locale. Faucon Vif acquiesça. « Mon peuple parcourait jadis des territoires bien plus vastes avant que la faim de terre de l'homme blanc ne nous repousse. Je viens parfois vers le nord pour faire du troc et visiter les lieux sacrés de mes ancêtres. » Ses yeux sombres reflétèrent les flammes dansantes. « Et vous, Céleste du Charme, qu'est-ce qui amène une femme seule dans ces montagnes dangereuses ?» Céleste hésita, puis décida que l'honnêteté était la seule réponse appropriée envers l'homme qui lui avait sauvé la vie. « Mon père a rendu l'âme, me laissant des dettes que je ne pouvais honorer. Je faisais route vers Ville-Marie pour y prendre un poste d'institutrice. » Elle esquissa un sourire triste. « Je crains de ne pas me montrer très douée pour la vie de frontière. » À sa grande surprise, une lueur d'amusement traversa les traits stoïques de Faucon Vif. Rares sont ceux qui le sont à leur arrivée. Ces montagnes ne pardonnent pas les erreurs facilement. « J'ai bien retenu la leçon, » admit Céleste en grimaçant alors qu'elle changeait de position. Chaque muscle de son corps la faisait souffrir après ces jours d'errance désespérée.
Faucon Vif se leva et se dirigea vers ses sacoches de sel, dont il tira une petite bourse. Il revint et la lui tendit. « Des herbes mélangées à de l'eau. Buvez, cela apaisera votre douleur. » Céleste accepta la bourse avec gratitude. Suivant ses instructions, elle prépara la mixture au goût amer et l'avala. Bientôt, une chaleur apaisante se diffusa dans ses membres et le pire de ses tourments commença à s'estomper. « Vous en savez long sur la guérison, observa-t-elle. « Ma grand-mère était une femme médecine, répondit-il. Elle m'a enseigné le chemin des plantes et leur pouvoir de guérir ou de blesser. » Alors que la nuit s'approfondissait, Céleste sentit ses paupières s'alourdir. La combinaison de l'épuisement, du soulagement et des herbes médicinales l'entraînait vers le sommeil. Pourtant, des questions persistaient dans son esprit. « Votre français est excellent, murmura-t-elle, luttant pour rester éveillée. Faucon Vif fixa les flammes. « J'ai passé 2 saisons dans une école de la mission quand j'étais enfant. Les pères aux robes noires m'ont appris leurs mots et leurs dieux. » Son ton ne révélait rien de ce qu'il pensait de cette expérience. « Et que pensiez-vous de leurs enseignements » demanda Céleste, sincèrement curieuse. Il considéra sa question un long moment. « Leur Dieu semble bien lointain, vivant dans le ciel. Mon peuple croit que l'esprit du Créateur est en toutes choses, les rochers, les arbres, les animaux, le vent. Nous n'avons pas besoin de bâtiments spéciaux pour parler avec ce qui nous entoure déjà. » Ces paroles résonnèrent profondément en Céleste. Élevée dans les traditions strictes de La Rochelle, elle avait parfois ressenti cette même distance avec le Dieu de son enfance. « Je pense, dit-elle lentement, que nos croyances ne sont peut-être pas si différentes que nous pourrions le croire. » L'expression de Faucon Vif s'adoucit légèrement. « Dormez maintenant, Céleste du Charme. Le voyage de demain exigera des forces. » Alors que Céleste sombrait dans le sommeil, enveloppée dans cette couverture inconnue qui sentait la fumée et le pain, sa dernière pensée consciente fut pour l'étrangeté des chemins de la vie. Ici, perdue dans la nature sauvage, elle trouvait le salut auprès d'un homme dont on lui avait appris à craindre le peuple. Le matin arriva avec une douce caresse de soleil sur son visage. Céleste se réveilla pour trouver Faucon Vif déjà debout, s'occupant de son cheval et préparant le voyage du jour. La douleur en son corps avait considérablement diminué, bien que la faiblesse due à la faim rende encore ses mouvements incertains. « Pouvez-vous monter » demanda-t-il directement, lui offrant un petit déjeuner de baies séchées et encore un peu de cette viande boucanée coriace. Céleste hésita. Son expérience avec les chevaux se limitait à de rares promenades en calèche. « Je n'ai jamais vraiment monté à cheval », avoua-t-elle. Faucon Vif hocha la tête, comme si sa réponse était attendue. « Vous monterez donc avec moi ? Rivière-aux-Cèdres est à 1 journée de marche d'ici. » Le soleil matinal projetait de longues ombres lorsque Faucon Vif aida Céleste à se hisser sur sa monture. Ses mains fortes la stabilisèrent alors qu'elle s'installait maladroitement sur le dos de l'animal, ses jambes de citadine peu habituées à une telle posture. « Tenez-vous ici », instruisit-il en guidant ses mains vers l'avant de la selle. D'un bond gracieux, il monta derrière elle, sa présence solide et rassurante dans son dos. Céleste ressentit un moment de gêne face à l'inconvenance d'un contact si étroit avec un homme, un étranger de surcroît. Mais les nécessités de la frontière l'emportèrent rapidement sur les convenances de la vieille France. Ils partirent à une allure régulière, le cheval choisissant son chemin avec confiance à travers le terrain accidenté. Céleste s'émerveilla de la différence de perspective à cheval comparée à son errance désespérée à pied. Ce qui avait semblé être un labyrinthe infini d'arbres et de rochers identiques se révélait maintenant comme une tapisserie variée de beauté naturelle. « Comment trouvez-vous votre chemin » demanda-t-elle par-dessus son épaule. « Il n'y a ni route, ni panneau. » La voix de Faucon Vif vint de juste derrière elle. « Les montagnes elles-mêmes sont les panneaux. Ce sommet, là-bas. » Il pointa vers une montagne distinctive à l'ouest. « Est-ce que mon peuple appelle le bison endormi ? Tant qu'il reste sur notre gauche jusqu'à midi, nous sommes sur le bon chemin. » Au fil de leur chevauchée, Céleste devint de plus en plus consciente de l'homme derrière elle. Sa respiration était régulière, sa posture détendue mais alerte. De temps à autre, il lui montrait des traces dans le sol ou des signes de présence animale qui auraient été invisibles à son œil non exercé. « Des chevreuils sont passés par ici ce matin, » dit-il en indiquant une série d'empreintes délicates. Plus tard, il fit un geste vers une zone de terre retournée.
Un ours cherchant des racines. Nous éviterons cette direction. Céleste frissonna à la mention des ours. Y a-t-il beaucoup d'animaux dangereux ici? La montagne a des dents et des griffes, répondit Faucon Vif d'un ton factuel. Mais la plupart des créatures évitent les humains si elles le peuvent. Ce sont les autres hommes que vous devriez craindre davantage sur ces terres. La matinée s'étira jusqu'à l'après-midi, alors qu'ils traversaient des vallées et franchissaient des ruisseaux. Le corps de Céleste la faisait souffrir à cause de cette posture inhabituelle, mais elle refusait de se plaindre. Comparé à son calvaire précédent, cet inconfort n'était rien. « Puis-je vous demander quelque chose ?» hasarda-t-elle lors d'une brève halte pour laisser reposer le cheval. Faucon Vif lui tendit la gourde et acquiesça une fois. « Votre peuple est le mien. Il y a eu tant de conflits entre nous. Pourtant, vous m'avez sauvé sans hésitation. Pourquoi ?» Il considéra sa question, ses yeux noirs scrutant l'horizon avant de revenir croiser son regard. « Il y a du bon et du mauvais parmi tous les peuples. J'ai connu des hommes blancs qui tueraient un enfant algonquin sans y penser, et d'autres qui partageraient leur dernier morceau de pain. Je juge la personne qui se tient devant moi, pas la couleur de sa peau ou la langue de sa naissance. » Ces paroles frappèrent Céleste en plein cœur, comme cela différait des vues simplistes qu'elle avait entendues exprimer dans les salons et les églises de l'Est, où des peuples entiers étaient rejetés comme sauvages sans considération pour leur humanité. « Votre sagesse me fait honte, admit-elle. J'ai été élevée avec beaucoup d'idées fausses sur votre peuple. » « Et l'on m'a enseigné que les femmes blanches étaient faibles et inutiles, répliqua-t-il, une pointe d'amusement dans la voix. Pourtant, vous voici, ayant survécu des jours seuls dans les montagnes, sans nourriture ni abri convenable. Peut-être avons-nous tous deux des choses à apprendre. » Ils poursuivirent leur voyage alors que le soleil entamait sa descente vers l'ouest. Faucon Vif guida sa monture vers le haut d'une crête abrupte, et lorsqu'ils atteignirent le sommet, il tira sur les rênes. « Regardez là-bas, dit-il en pointant le doigt vers le lointain. » Céleste plissa les yeux contre la lumière du soleil et vit, niché dans une vallée à peut-être une lieue de là, un ensemble de bâtiments en bois entourant ce qui semblait être un comptoir commercial central. « Rivière aux cèdres, confirma Faucon Vif. Nous l'atteindrons avant le coucher du soleil. » Un soulagement immense envahit Céleste à la vue de la civilisation. Pourtant, il était tempéré par une pointe de regret inattendu. Bientôt, elle se séparerait de cet homme qui lui avait sauvé la vie. Cet homme dont la force tranquille et la sagesse avaient commencé à remettre en question tout ce qu'elle croyait savoir. Alors qu'il descendait vers la colonie, Faucon Vif devint plus vigilant, sa posture se raidissant légèrement derrière elle. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-elle. « Certains dans cette ville n'accueilleront pas un Algonquin à bras ouverts, répondit-il d'une voix égale. Je suis connu du commerçant Benjamin Valois. C'est un homme juste, mais d'autres... » Il laissa sa pensée en suspens. Céleste ressentit une vague d'indignation protectrice. « Vous me ramenez en sécurité. Ils le reconnaîtront sûrement. » Le rire doux de Faucon Vif contenait peu d'humour. « La gratitude de votre peuple a souvent la mémoire courte, Céleste du Charme. » À l'approche des abords de Rivière aux Cèdres, ils rencontrèrent les premiers humains depuis le sauvetage de Céleste, une paire de chasseurs revenant avec un cerf suspendu entre eux. Les hommes s'arrêtèrent brusquement à la vue de Faucon Vif, leurs mains se portant instinctivement vers leurs fusils. « Cette dame était perdue dans les montagnes, » lança Faucon Vif avant qu'il ne puisse parler. « Elle a besoin d'aide. » Les chasseurs échangèrent des regards, leur suspicion évidente, même alors que leurs yeux parcouraient la robe déchirée de Céleste et son épuisement manifeste. « C'est vrai, ma petite dame ?» demanda l'un d'eux rudement. « Cet Indien vous a-t-il traité convenablement ?» Céleste redressa le dos, rassemblant chaque once de la dignité qui lui avait servi de bouclier dans la société bourgeoise de La Rochelle. « Cet homme m'a sauvé la vie alors que j'étais affamé et perdu. Il n'a fait preuve que d'honneur et de bonté. Sans son aide, je serais morte. » Les chasseurs semblèrent déconcertés par son élocution soignée et sa défense farouche. Après un moment, le plus âgé des deux opina du chef. « Le bourg est juste devant. Il y a une femme au comptoir de traite qui pourra vous aider à vous nettoyer. » Ses yeux glissèrent d'un Faucon Vif. « Valois sait que tu arrives. Il ne sera pas surpris. »« Bien, » répondit froidement Faucon Vif. Les hommes s'écartèrent, leur laissant le passage. Céleste pouvait sentir leurs regards peser sur eux alors qu'ils poursuivaient leur route vers la colonie.
Rivière-aux-Cèdres se révéla n'être guère plus qu'un assemblage de bâtiments rustiques regroupés autour du comptoir de traite centrale. Une structure imposante à 2 étages qui servait à la fois de magasin, de bureau de poste et apparemment de centre social pour la région. Quelques visages curieux apparurent aux fenêtres et dans l'embrasure des portes, tandis que Faucon Vif guidait sa monture vers la barre d'attache. Il descendit le premier, puis aida Céleste à mettre pied à terre. Ses mains fortes la soutinrent alors que ses bottines touchaient le sol pour la première fois depuis des heures. Ses jambes faillirent se dérober sous elle, et elle s'agrippa à son bras pour ne pas choir. « Merci », murmura-t-elle, douloureusement consciente que ces instants pourraient être leurs derniers ensemble. Avant que Faucon Vif ne puisse répondre, la porte du comptoir s'ouvrit à la volée et un homme au torse puissant, arborant une barbe grisonnante, en émergea. Il balaya la scène du regard, son visage buriné s'éclairant de surprise. « Faucon Vif, je ne m'attendais pas à te voir avant les premières neiges. » Ses yeux se posèrent sur Céleste, s'écarquillant légèrement devant son apparence délabrée. « Et qui cela peut-il être ?»« Elle s'appelle Céleste Ducharme, » répondit le guerrier. « Elle a été séparée de son convoi il y a 4 jours. Elle a besoin de nourriture, de repos et d'aide pour retrouver les siens. » Le commerçant, Benjamin Valois, s'avança en tendant la main à la jeune femme. « Benjamin Valois, madame, bienvenue à Rivière-aux-Cèdres. Tout ami de Faucon Vif est le bienvenu ici. » Céleste serra sa main avec gratitude. « Merci, monsieur Valois. Je crains d'avoir traversé une terrible épreuve. » Valois hocha la tête avec compassion. « Ma femme va vous installer. Nous avons une chambre à l'étage que vous pouvez utiliser. » Il se tourna vers l'Algonquin. « Tu restes pour la nuit ? J'ai reçu de nouvelles marchandises la semaine dernière qui pourraient t'intéresser. » Céleste retint son souffle, attendant la réponse. Les yeux de Faucon Vif croisèrent brièvement les siens avant de revenir vers Valois. « Je resterai jusqu'au matin, dit-il. Je veux savoir Céleste Ducharme en sécurité sur son chemin avant de reprendre le mien. » La chambre à l'étage du comptoir était modeste, mais propre, avec un lit étroit et une fenêtre donnant sur la rue poussiéreuse de Rivière-aux-Cèdres. Madame Valois, une femme au visage bienveillant, aux cheveux gris et aux mains expertes, aida Céleste à prendre un bain et lui fournit une robe simple mais propre pour remplacer ses vêtements en lambeaux. « Ce n'est pas la dernière mode de Montréal, » s'excusa Madame Valois alors que Céleste lissait le tissu de coton uni. « Mais ça fera l'affaire jusqu'à ce qu'on puisse trouver mieux. » « Elle est parfaite, » l'assura Céleste, se sentant de nouveau humaine après l'eau chaude et le linge frais. « Je ne saurais trop vous remercier pour votre gentillesse. »« Allons donc, » répliqua Madame Valois en s'affairant dans la petite pièce. « Tout ami de Faucon Vif est le bienvenu ici. Cet Algonquin a rendu plus de service aux gens d'ici que la plupart ne veulent bien l'admettre. » Elle baissa la voix sur un ton de confidence. Bien sûr, certains le regardent encore de travers, mais Benjamin ne tolère pas un mot contre lui. Il dit que c'est l'homme le plus honorable qu'il ait jamais rencontré, rouge ou blanc. Le cœur de Céleste se réchauffa à ces mots. « Il m'a sauvé la vie, dit-elle simplement. J'étais certaine de mourir là-bas. » Madame Valois hocha la tête d'un air entendu. « La montagne ne pardonne pas les erreurs, surtout à cette époque de l'année. Reposez-vous maintenant. Le souper est dans 1 heure, et j'ai envoyé un message au Fort Chambly concernant votre convoi. Si des survivants y sont arrivés, nous devrions avoir des nouvelles d'ici 1 jour ou 2. » Après le départ de l'hôtesse, Céleste se dirigea vers la fenêtre, contemplant la colonie baignée dans la lumière dorée de la fin d'après-midi. De son point d'observation, elle pouvait voir Faucon Vif debout avec monsieur Valois près d'un hangar derrière le comptoir, examinant ce qui semblait être des ballots de fourrure. Même à distance, sa posture digne le distinguait des autres. Qu'allait-il advenir d'elle à présent ? Si des survivants de son convoi étaient retrouvés, elle continuerait vers Montréal comme prévu. Sinon, cette pensée la laissa de nouveau à la dérive. Son poste d'institutrice était peut-être encore vacant, mais l'argent qu'elle avait économisé pour s'établir se trouvait dans sa malle, restée dans le chariot. Un coup à la porte interrompit ses pensées. « Entrez !» appela-t-elle, s'attendant à voir revenir Madame Valois avec du linge ou peut-être des nouvelles. Au lieu de cela, Faucon Vif se tenait dans l'encadrement, sa haute stature remplissant presque l'espace. Il avait retiré son équipement de voyage, mais semblait toujours aussi fier, calme et légèrement déplacé dans les confins de cette petite chambre. « Monsieur Valois a dit que vous vous reposiez, dit-il, hésitant sur le seuil. Je peux revenir plus tard. »« Non, je vous en prie. » Céleste lui fit signe d'entrer,
soudainement et vivement consciente de l'inconvenance de recevoir un homme seul dans sa chambre à coucher. Mais les nécessités de la frontière éclipsaient une fois de plus les conventions de l'ancien monde. Je voulais vous remercier convenablement, maintenant que je ne suis plus à moitié délirante de faim. Faucon Vif entra mais resta debout près de la porte, maintenant une distance respectueuse. « Vous sentez-vous plus forte ?» Elle sourit. « Madame Valois a été très bonne. Elle dit qu'ils ont envoyé un message au fort concernant mon convoi. » Il acquiesça. « Bien, Valois est respecté. Si vos gens ont survécu, il les trouvera. » Un silence gêné tomba entre eux. Il y avait tant de choses que Céleste voulait dire, mais les mots semblaient inadéquats. « Retournerez-vous auprès de votre peuple maintenant ?» demanda-t-elle enfin. « Pas tout de suite. J'ai des échanges à terminer d'abord. » Ses yeux sombres étudièrent son visage. « Que ferez-vous si votre convoi est perdu ?» La question ramena son avenir incertain au premier plan. « Continuer jusqu'à Montréal, je suppose. J'ai toujours la lettre m'offrant le poste d'institutrice, » soupira-t-elle. « Bien que sans mes affaires et mes économies, ce sera plus difficile que prévu. » Faucon Vif considéra cela, son expression pensive. L'école à Montréal, il n'enseigne qu'aux enfants blancs. La remarque la surprit. Je ne sais pas vraiment. La lettre mentionnait simplement le besoin d'enseignants alors que la ville s'agrandit. Elle pencha la tête, curieuse. Pourquoi demandez-vous cela ? Mon peuple change, dit-il lentement. Les anciennes voix seules n'assureront pas notre survie. Certains d'entre nous croient que nous devons apprendre le savoir de l'homme blanc tout en gardant le nôtre. Son regard plongea directement dans le sien. Des enseignants qui respecteraient les deux seraient précieux. L'implication de ces paroles l'atteignit doucement. « Êtes-vous en train de suggérer que je pourrais enseigner parmi les Algonquins ?»« Ce n'est qu'une pensée, » répondit-il avec un léger haussement d'épaule. « L'agent de la réserve parle de faire venir des instituteurs, mais ceux qui viennent nous regardent avec mépris. Ils ne voient que ce qu'ils souhaitent changer, pas ce qui mérite d'être préservé. » Céleste fut stupéfaite par la possibilité qu'il présentait, si différente du chemin qu'elle avait envisagé pour elle-même, et pourtant résonnant étrangement avec quelque chose au plus profond d'elle. « J'aurais tant à apprendre, dit-elle en pensant à voix haute. « Votre langue, vos coutumes. »« Et mon peuple apprendrait de vous, répliqua-t-il. N'est-ce pas là le but véritable de l'enseignement, que les deux parties grandissent en sagesse ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, la voix de Madame Valois monta de l'escalier, annonçant que le souper était prêt. Faucon Vif recula vers la porte. « Vous n'avez pas besoin de répondre maintenant, dit-il. C'est un chemin que peu de femmes blanches choisiraient. » commença Céleste, mais il s'était déjà tourné pour partir. « Nous parlerons davantage au souper, lança-t-il par-dessus son épaule. Le repas ce soir-là fut une affaire simple mais copieuse. Ragoût de venaison, pain de maïs et tarte aux pommes, servi à la grande table des quartiers d'habitation des Valois, derrière le magasin. Outre Céleste et Faucon Vif, il y avait deux autres convives, un rétameur itinérant et un jeune acheteur de bétail venu de la ville. La conversation coula avec une facilité surprenante, M. Valois agissant comme le ciment social liant ce groupe hétéroclite. Il traitait Faucon Vif avec le même respect qu'il montrait à ses autres invités, s'en remettant à lui pour les questions sur l'état des cols de montagne et les perspectives pour l'hiver à venir. Céleste observait ces interactions avec fascination. Ici, dans ce poste de traite rudimentaire, bien loin des salons feutrés de La Rochelle, elle était témoin d'une forme de diplomatie frontalière qui transcendait les tensions dont elle avait tant entendu parler. Ce n'était pas une harmonie parfaite. Le marchand de bestiaux, en particulier, semblait mal à l'aise avec la présence de Faucon Vif, mais on était loin de l'inimitié féroce à laquelle elle s'était attendue. Après le repas, alors que l'obscurité enveloppait Rivière aux Cèdres, M. Valois invita tout le monde à rester à table pour le café et la conversation. C'est alors que la discussion tourna autour de la situation de Céleste. « J'ai envoyé un message au Fort Chambly », expliqua Valois au groupe. « Mais je vais être franc, mademoiselle Ducharme. Les rapports que j'ai reçus sur les attaques de bandits dans cette zone ne laissent guère de place à l'espoir. 3 convois ont été frappés le mois dernier et il y a eu peu de survivants. » Céleste hocha la tête, s'étant déjà préparée à cette éventualité. « Je comprends, monsieur Valois. Je suis reconnaissante pour tout effort que vous pourrez faire.
Quel est votre plan si vos gens ne reparaissent pas demanda le marchand sans détour. Montréal s'agrandit, certes, mais ce n'est pas un endroit pour une femme seule et sans ressources. Avant que Céleste ne puisse répondre, Faucon Vif prit la parole, sa voix grave commandant l'attention. Céleste Ducharme est une institutrice, son savoir et sa richesse. Le marchand émit un reniflement méprisant. Sauf votre respect, madame, mais les écoles de la ville veulent des enseignants avec des références et des antécédents convenables. Ils ne ramassent pas simplement les égarés, surtout les femmes qui ont été... Il jeta un regard lourd de sens vers Faucon Vif, dans des circonstances douteuses. Céleste sentit ses joues brûler d'indignation, mais l'expression de Faucon Vif demeura de marbre. Ce fut madame Valois qui prit sa défense. « Jacques Meunier, surveillez votre langue sous mon toit, gronda-t-elle. Mademoiselle Ducharme est une femme respectable qui a survécu à une épreuve qui aurait tué la plupart des hommes que je connais, vous y compris. » La tension autour de la table était palpable, jusqu'à ce que M. Valois change habilement de sujet, interrogeant le rétameur sur l'état des pistes de l'Est. Alors que la conversation déviait, Céleste sentit le regard de Faucon Vif sur elle, et lorsqu'elle croisa ses yeux, elle y vit quelque chose, une question peut-être, ou un défi. Plus tard, alors que la soirée touchait à sa fin, Céleste se retrouva seule avec Faucon Vif sur la petite galerie à l'arrière du comptoir. La nuit était claire, les étoiles dispersées comme des diamants sur le velours noir du ciel. « Les paroles du marchand vous ont troublé, observa-t-il, la voix basse. Céleste soupira. Elles m'ont rappelé une chose que j'avais oubliée. Mon monde, le monde des Blancs, a de nombreuses règles sur ce qui est convenable pour une femme. Être sauvée par un guerrier algonquin et voyager seule avec lui serait considéré comme compromettant. Faucon Vif garda le silence un instant. Parmi mon peuple, une femme est jugée sur sa force, sa sagesse et ses actes, pas sur celui à côté de qui elle marche sur un sentier. « Je crois que je préfère la manière de votre peuple, » dit doucement Céleste. Ils restèrent dans un silence confortable, écoutant les bruits nocturnes de la petite colonie. Un chien aboyant au loin, le grincement d'un moulin, les accords faibles d'un violon provenant de l'auberge au bout de la rue. « J'ai réfléchi à ce que vous avez dit plus tôt, » hasarda finalement Céleste, « à propos d'enseigner parmi les vôtres. » Faucon Vif se tourna pour lui faire face, son expression sérieuse sous le clair de lune. « Ce ne serait pas une vie facile. »« Non, » convint-elle. « Mais peut-être serait-ce une vie pleine de sens. » Elle prit une profonde inspiration. « Si mon convoi est véritablement perdu, avec mes biens et mes perspectives à Montréal, je considérerais votre suggestion. Pas comme une décision définitive, mais comme une possibilité à explorer. » Un sourire rare transforma les traits sévères de Faucon Vif. « C'est plus que ce que j'espérais. » « Il y aurait des conditions, » ajouta rapidement Céleste. « Je devrais avoir l'assurance de pouvoir partir si cela s'avérait trop difficile, et je devrais pouvoir maintenir une correspondance avec le peu de famille qu'il me reste en France. » « Des conditions justes, » acquiesça-t-il. « L'agent de la réserve pourra arranger le courrier, et personne ne vous forcera à rester là où vous n'êtes pas heureuse. » La porte derrière eux s'ouvrit, déversant la lumière de la lampe sur la galerie alors que madame Valois apparaissait. « Mademoiselle Ducharme, un cavalier vient d'arriver du Fort Chambly avec des nouvelles, dit-elle, l'air grave. Je pense que vous devriez entendre cela directement. » Le cœur de Céleste s'emballa alors qu'elle suivait madame Valois à l'intérieur, consciente de la présence solide de Faucon Vif derrière elle. Dans la salle principale du poste de traite se tenait un homme couvert de poussière en uniforme militaire, le visage marqué par l'épuisement. « Mademoiselle Ducharme ?» demanda-t-il à son entrée. À son signe de tête, il poursuivit. « Je suis le lieutenant Leclerc, du Fort Chambly. Je crains d'être porteur de bien tristes nouvelles. Nous avons retrouvé les restes de votre convoi il y a 3 jours. Il n'y a eu aucun survivant parmi ceux qui sont restés avec les chariots. Bien qu'elle se fût préparée à cette éventualité, la fatalité de la chose frappa Céleste comme un coup physique. « Je vous remercie de m'avoir prévenu, » parvint-elle à dire, la voix stable malgré la tourmente intérieure. « Il y a autre chose, madame, » ajouta le lieutenant. « Nous avons trouvé ceci parmi les décombres. » Il tendit un petit livre roussi. Il y avait votre nom à l'intérieur de la couverture. Les mains tremblantes, Céleste accepta l'ouvrage. La Bible de son père, qu'elle avait emportée comme sa possession la plus précieuse.
D'une manière ou d'une autre, elle avait survécu à la destruction qui avait réclamé tout le reste. « Merci », chuchota-t-elle, serrant le livre contre sa poitrine. Le lieutenant hocha la tête maladroitement. « L'armée vous présente ses condoléances, madame. Si vous avez besoin de transport vers Montréal ou ailleurs, nous pouvons organiser une escorte quand je retournerai au fort. » Céleste sentit la présence de Faucon vif derrière elle, solide comme un roc. À cet instant, avec son passé littéralement réduit en cendres et la Bible entre ses mains, la clarté lui vint avec une force surprenante. « C'est très aimable, lieutenant, dit-elle, sa voix gagnant en assurance. Mais je crois que j'ai déjà des projets. » Elle se tourna pour regarder Faucon vif, dont les yeux sombres contenaient une interrogation. Avec un léger sourire, Céleste fit un signe de tête à peine perceptible, un accord silencieux pour le chemin qu'il avait offert. Lorsque l'aube pointa le lendemain matin, Céleste se tenait près du cheval de Faucon vif à la lisière de Rivière-aux-Cèdres. Elle avait échangé la robe d'emprunt contre des vêtements plus pratiques fournis par Madame Valois. Une jupe robuste, une chemise de laine et des bottes de cuir mieux adaptées au voyage à venir. « Vous êtes certaine de votre choix ?» demanda M. Valois pour la 3e fois depuis le petit déjeuner. La ville serait un choix plus sûr. « Je suis certaine, répondit Céleste, se surprenant elle-même par la conviction dans sa voix. Parfois, le chemin tracé pour nous n'est pas celui que nous sommes censés suivre. Madame Valois pressa un petit paquet de provisions dans ses mains. « Écrivez-nous, vous entendez ? Faites-nous savoir comment vous vous portez. »« Je le promets, » l'assura Céleste, touchée par l'inquiétude de la femme. Avec l'aide de Faucon vif, elle monta sur le cheval, s'installant plus confortablement que lors de leur première chevauchée. Lorsqu'il se hissa derrière elle, elle ne ressentit aucune de la gêne de leur voyage initial, seulement la certitude que, contre toute attente, elle avait trouvé sa voie. « Prête ?» demanda Faucon vif, sa voix proche de son oreille. Céleste jeta un dernier regard à Rivière-aux-Cèdres, puis tourna les yeux vers les montagnes au-delà, ces montagnes qui avaient failli lui ôter la vie, mais qui l'avaient menée vers une destinée inespérée. « Prête !» répondit-elle, et ensemble, ils chevauchèrent vers le matin.